Pour comprendre une structure anatomique, il faut en connaître la morphogénèse, expliquant les variations et éventuellement les anomalies. Le ventricule primitif, sur un embryon de 33 mm, aux horizons 15 de Streeter, va se prolonger par le bulbus cordis, d'où se détache du côté crânial par rapport à la face droite les arcs aortiques 5e et 6e. Et c'est en regard du 6e arc aortique primitif que va siéger le futur canal artériel. Du bulbe artériel, le ventricule primitif va être vascularisé par une série de petits vaisseaux qui vont dessiner un réseau anastomotique richement relié, qui est d'ailleurs celui qui va persister chez les batraciens et chez bon nombre de reptiles qui n'ont pas d'artère coronaire. À ce stade, le cœur primitif va être emballé par la séreuse coelomique qui va dessiner le péricarde avec son feuillet viscéral qui se réfléchit autour du départ des gros vaisseaux de la base pour se prolonger par son feuillet pariétal. En regard donc du 6e arc aortique primitif, à l'intérieur du bulbe aortique que nous allons maintenant ouvrir et fendre par sa face ventrale, la portion crâniale et le côté droit étant toujours dans ce sens, vont apparaître dans la lumière de ce bulbe aortique des bourgeons qui vont commencer à isoler ce que seront les deux dérivés du bulbe primitif, l'aorte et l'artère pulmonaire. L'artère pulmonaire, dont voici la branche gauche, qui, par sa face crâniale, va être rattachée à la face inférieure de la future crosse aortique, d'où se détache le tronc artériel brachiocéphalique, la carotide primitive et la subclavière gauche. Et à l'intérieur de ce bulbe aortique, donc ouvert par sa face ventrale, voici les deux bourgeons qui vont, en se réunissant sur la ligne médiane, constituer le septum bulbi, qui va descendre dans la cavité du bulbe artériel pour cloisonner ce bulbe artériel à l'image, selon cette flèche, d'un élément qui va tourner comme un petit moulin à l'intérieur d'un flux représenté par les vaisseaux qui sont en avant la future artère pulmonaire, en arrière la future artère aorte. Et ce septum bulbi va tourner dans le sens horaire pour amener la future artère pulmonaire dans le plan ventral par rapport à la future aorte qui va se disposer dans le flanc dorsal. Et si je représente à un stade un petit peu plus évolué ce cloisonnement du bulbe artériel primitif terminé avec toujours le tronc artériel et la carotide primitive gauche, la sous-clavière gauche, par rapport à l'artère pulmonaire qui présente ici sa branche gauche et que nous allons ouvrir par sa face antérieure à l'aplomb du septum bulbi. Voici sur le côté droit la future veine cave inférieure qui vient s'aboucher à l'apex de l'atrium droit et le bulbe artériel est maintenant complètement cloisonné en deux vaisseaux, l'aorte en arrière, l'artère pulmonaire en avant, artère pulmonaire dont la branche gauche est ici rattachée par le ligament artériel à la face inférieure de l'aorte. Dans ce bulbe artériel qui a été ouvert ici, le septum bulbi a fini
sa croissance, sa migration verticale, et il est venu obturer la dernière portion de la cloison interventriculaire. Celle-ci est en effet formée par le septum inferius, septum interventriculaire, dont voici la partie la plus haute qui va représenter la pars musculosa de cette cloison interventriculaire, qui rejoint une partie du septum intermédium que je représente ici en bistre vers l'avant, qui est aussi venu rejoindre ce septum inferius, et l'ensemble vient alors fermer dans ce plan ce qui sera le siège des futures communications interventriculaires, le foramen de Panizza, que l'on trouve ouvert de façon constante chez les crocodiliens. C'est à ce niveau que vont siéger les éléments nerveux du tissu cardionectaire, dont voici à la partie inférieure le tronc commun, qui est marqué par la branche droite, et dont voici les branches gauches du faisceau de His qui vont traverser cette pars membranacea, dont la mauvaise mise en place va être à l'origine des transpositions des gros vaisseaux. Voici donc comment va se disposer le bulle une fois qu'il est terminé. L'infundibulum de l'artère pulmonaire est en avant. Le départ de ce canal aortique de marque C est en arrière par rapport à l'artère pulmonaire. Voici la portion crâniale et la face droite. Ceci va maintenant nous amener sur une vue du dessus de la masse cardiaque. S'il représente la masse cardiaque sur une vue crâniale, dont voici du côté gauche la pointe du cœur formée par le ventricule gauche, la face ventrale, le bulbe artériel primitif va donc se retrouver dans ce plan, sur la gauche par rapport à l'orifice de la veine cave crâniale. Voici vers l'arrière l'abouchement des veines pulmonaires. La descente du septum bulbi va ainsi isoler deux troncs, l'artère pulmonaire vers l'avant, l'artère aortique vers l'arrière, qui, pour Streeter, sont avalvulés jusqu'au stade de 44 jours, jusqu'au stade de l'horizon 18 de Streeter. À ce niveau, nous pouvons expliquer que le cellum va se réfléchir autour de ce bulbe artériel non cloisonné, va se réfléchir autour de la veine cave crâniale et va ainsi délimiter le canal de Theil, canal que nous avions déjà esquissé tout à l'heure. Si l'on représente le devenir de ces deux vaisseaux, pour Streeter, c'est à ce stade de 44 jours, sur un embryon de 16 mm, par rapport à la gauche et à la face ventrale, que les deux éléments artériels, l'artère pulmonaire en avant et à gauche par rapport à l'aorte en arrière et à droite, vont alors voir apparaître les éléments sigmoïdiens des futures valvules sigmoïdes qui vont cloisonner l'orifice de sortie de ces artères. L'aorte présente une valvule sigmoïde antérieure et droite, une valvule sigmoïde antérieure et gauche, et une valvule sigmoïde postérieure. Et les artères coronaires, comme les travaux de Lapinski l'ont bien montré, vont alors venir s'aboucher, qui, pour la petite coronaire ou coronaire droite, en regard de la sigmoïde antérieure et droite, qui, pour la grande coronaire ou coronaire gauche, en regard de la valvule sigmoïde antérieure et gauche. Ces orifices d'abouchement, pour Streeter, seraient donc beaucoup plus tardifs, de même que l'apparition de ces valvules sigmoïdes. Au contraire, pour Gegenbaur, le bulbe artériel qui s'est cloisonné s'est aplati transversalement dans le sens ventro-dorsal. Voici la face ventrale, voilà le côté latéral gauche. Et dans ce bulbe artériel primitif sont apparues 4 valvules. 2 valvules majeures, une valvule majeure ventrale,
une valvule majeure dorsale et deux valvules mineures, une valvule mineure droite et une valvule mineure gauche. Ces valvules, nous allons les ombrer de couleurs différentes pour bien les séparer les unes par rapport aux autres, vont alors voir la descente du septum bulbi arranger différemment les futures valvules sigmoïdes des deux orifices artériels pulmonaires et aortiques. Le septum bulbi va en effet diviser ce bulbe artériel unique en deux, avec l'artère pulmonaire qui va tourner vers l'avant et vers la gauche, et l'aorte qui va tourner vers l'avant et vers la droite. Et pour Gegenbaur, donc, les valvules sigmoïdes aortiques vont ainsi apparaître avec toujours la même orientation ventrale et le côté latéral gauche, la valvule sigmoïde ventrale artérielle pulmonaire, les deux valvules sigmoïdes artérielles pulmonaires dorsales, gauche et droite, au contraire, les valvules sigmoïdes antérieures et gauche, antérieure et droite, et au contraire postérieure à l'aplomb de l'orifice aortique. Et donc, classiquement, comme nous l'avons expliqué, les artères coronaires s'abouchent en regard des valvules sigmoïdes aortiques antérieure et droite et antérieure gauche. Mais il n'est pas rare de voir une, de voir deux, de voir trois artères coronaires droites s'aboucher isolément en regard de la valvule sigmoïde antérieure et droite, de même qu'il n'est pas rare de trouver une grande coronaire gauche qui prend naissance de la valvule sigmoïde antérieure et droite et qui va contourner par la face postérieure la massif aortique, ou bien alors de voir l'artère coronaire gauche se détacher d'un tronc commun des artères coronaires, ce qui est d'ailleurs la disposition fréquente que l'on rencontre chez les reptiles. Enfin, quelquefois, l'artère coronaire gauche va se tromper et s'aboucher à l'aplomb de l'orifice de l'artère pulmonaire. Ce sont là des variations que l'on rencontre en opérant. Voilà, sur cette vue crâniale maintenant, ce qui peut également se passer lorsque le bulbe artériel qui est en train de se cloisonner avec l'apparition des valvules sigmoïdes majeures et mineures telles que nous les avons définies tout à l'heure, le côté gauche et la face ventrale, si jamais le septum bulbi ne s'implante pas bien, on va se retrouver avec une aorte et une artère pulmonaire qui vont avoir deux valvules sigmoïdes, c'est la bicuspidie classique. Enfin, si jamais, selon l'opinion de Streeter, les deux artères pulmonaires et l'artère aorte sont à la fin du cloisonnement du septum bulbi avalvulés, c'est alors seulement qu'apparaissent les quatre bourgeons des valvules sigmoïdes primitives et cela explique certains cas de quadricuspidie qui ont été décrits. Lorsque on regarde sur une vue de face, dont voici la portion crâniale et le côté latéral droit, les vaisseaux en place, du côté droit apparaît la veine cave crâniale formée par la confluence du tronc veineux brachiocéphalique droit avec le confluent de Pyrogophe ou tronc veineux brachiocéphalique gauche formé par la confluence de la jugulaire et de la subclavière gauche. Ces vaisseaux veineux, qui sont les plus antérieurs, cachent bien sûr le départ de la crosse aortique du tronc artériel brachiocéphalique, celui de l'artère carotide primitive gauche et celui de l'artère subclavière gauche, et la crosse aortique apparaît un peu là en arrière, à peine esquissée au-dessus de la bifurcation de l'infundibulum de l'artère pulmonaire, qui est l'élément le plus ventral et le plus superficiel, la face inférieure de la crosse aortique étant bien sûr toujours rattachée à l'origine de l'artère pulmonaire gauche par le ligament artériel. En fait, ces éléments, lorsque l'on aborde la dissection, sont cachés par le péricarde qui va remonter devant la veine cave supérieure, remonter devant l'aorte jusqu'à la corne préaortique, grande corne supérieure de Haller, devant l'infundibulum de l'artère pulmonaire pour former la petite corne préartérielle pulmonaire de Haller, et le sac péricardique pariétal va lui-même être en relation directe avec un élément adipeux, un élément scléreux, un élément atrophique qui est le reliquat du thymus et qui vient là se mettre
à la face postérieure du manubrium sternal. De l'infundibulum de l'artère pulmonaire, on voit se détacher quelques vaisseaux à destinée thymique, on voit également se détacher quelques vaisseaux à destinée péricardique. Ce sont là les collatérales à destinée viscérale et pariétale, issus de cette crosse aortique qui, par sa face inférieure, jouxte, entourée qu'elle est par les éléments nerveux des nerfs extracardiaques, le ganglion de Vriesberg, dont vont se détacher les éléments des nerfs extrinsèques. Eh bien, si l'on fend maintenant le péricarde, nous allons retrouver, toujours sur une vue ventrale, dont voici la portion crâniale et le côté latéral droit, la veine cave crâniale, ici vers la droite, puis le départ de ce qui nous intéresse plus particulièrement, c'est-à-dire la racine aortique, le départ de la crosse aortique qui va maintenant monter là-haut jusqu'à l'aplomb de l'origine de ce tronc artériel brachiocéphalique droit. La racine aortique va être marquée dans son trajet ascendant ici par une première dilatation qui va correspondre au sinus de Valsalva. C'est là ce qui, en profondeur, et nous allons mieux le voir tout à l'heure sur une coupe, va être en regard des valvules sigmoïdes aortiques, juste au-dessus de ce sinus de Valsalva, se détache ici l'artère coronaire droite, l'artère petite coronaire, qui va filer ensuite vers le sillon interauriculo-ventriculaire droit antérieur, et au contraire ici, le départ de l'artère coronaire gauche, de l'artère grande coronaire, qui va filer en dessous de l'infundibulum de l'artère pulmonaire que l'on peut maintenant mettre en place avec l'origine de l'artère pulmonaire gauche. Le reste de l'infundibulum artériel pulmonaire ne nous intéresse pas directement. Rappelons simplement ici la terminaison du ligament artériel. Sur cette base, qui fait environ 20 à 25 mm de calibre, en regard de ce sinus de Valsalva, il nous a fallu, dans un premier temps, rabattre l'auricule droite. L'atrium droit est en effet marqué par cet appendice qu'est l'auricule droite, qui va être rabattu sur ce schéma vers le bas et vers l'avant, parce que normalement, l'auricule droite vient se mettre posée sur la face antérieure de l'infundibulum aortique, dans cette fossette qui a été décrite par Marcazzi et qui est marquée donc lorsque on opère, lorsque l'on aborde directement cet infundibulum aortique par l'auricule droite. À la partie supérieure, voilà ici la dilatation du sinus de l'aorte qui va mesurer de 25 à 30 mm et qui est marquée par une série de replis transversaux sous lesquels se disposent des petits amas graisseux qu'on appelle encore les replis de Rindfleisch, qu'on appelle encore le pli transversal de Testu, qu'on appelle encore les replis de Concato et Pozzelli. Voici ici la portion dilatée de l'aorte. L'artère coronaire droite va alors abandonner devant l'infundibulum de l'artère pulmonaire les vaisseaux qui vont constituer l'artère graisseuse de Vieux-Sens, qui va s'anastomoser devant l'artère pulmonaire, et c'est à partir des artères coronaires que vont également se détacher les petits vasa vasorum, les petits vaisseaux nourriciers de la paroi propre de cette racine aortique, de cette dilatation du sinus aortique. Bien sûr, nous allons ici retrouver le péricarde viscéral qui vient constituer, collé à l'aorte, collé à la veine cave supérieure, par rapport au péricarde pariétal qui a été récliné là-bas vers le haut en regard des cordes de Haller, l'orifice de sortie ventrale de ce qu'est le sinus transverse de Theil. Bien sûr que à partir du ganglion de Vriesberg qui est posé sur le ligament artériel, vont se détacher maintenant tous les rameaux des nerfs cardiaques extrinsèques qui apparaissent comme de petits filets là en avant de cette base, de cette origine, de cette racine de l'aorte ascendante. L'aorte ascendante va être ici rattachée sur quelques centimètres à l'infundibulum de l'artère pulmonaire par des tractus qui sont des fibres crampons qui ne représentent que le reliquat de l'ancien septum bulbi
et qui constituent ici, donc, ce qu'on appelle encore les vincula aortées. Les deux artères sont en effet très adhérentes l'une par rapport à l'autre, et dans l'épaisseur de ces vincula aortées, en dehors des lobules graisseux qu'on y trouve, il y a de très nombreux filets nerveux. Voilà ce que l'on voit lorsque, sur la vue ventrale, on aborde le départ de cette racine aortique, ce sinus de l'aorte, en regard est juste au-dessus du sinus de Valsalva. Eh bien, pour bien comprendre les rapports de cette racine, nous allons figurer une coupe partielle passant par la 5e vertèbre thoracique. Sur cette vue crâniale de la coupe horizontale passant par la 5e vertèbre thoracique, dont voici la face ventrale et le côté latéral gauche, nous allons bien sûr retrouver les éléments postérieurs que sont tout d'abord le canal thoracique, bien sûr, puis sur les faces postérieures et latérales, voici ici le système azygos avec la grande azygos à droite, avec l'hémiazygos à gauche, voici la chaîne orthosympathique latérovertébrale, autant d'éléments dorsaux par rapport à l'œsophage. L'œsophage est au milieu du médiastin postérieur avec sa fente transversale. Il est là accompagné en avant par le pneumogastrique gauche, en arrière par le pneumogastrique droit. Et l'œsophage va être en relation avec les branches de bifurcation de l'artère pulmonaire. Donc voici vers l'avant et vers la gauche l'infundibulum qui se divise pour donner l'artère pulmonaire gauche et pour donner ici l'artère pulmonaire qui va filer au contact même de l'œsophage. Nous allons mettre en place la bronche souche gauche qui va ici passer en situation hypartérielle que nous retrouvons de l'autre côté et voici le départ de cette racine aortique avec les valvules sigmoïdes antérieures gauche, antérieure droite. En avant de la valvule sigmoïde antérieure droite, la petite artère coronaire. En avant de la sigmoïde antérieure et gauche, la grande coronaire. Voici ici la position de l'auricule droite et voici sur cette vue supérieure, bien sûr sur la droite, l'abouchement de la veine cave crâniale débordant sur l'infundibulum de l'artère pulmonaire, l'auricule gauche, la face antérieure de l'esquisse du cœur et en avant, posé directement au contact du sac péricardique, voilà juste derrière le manubrium sternal par rapport à la ligne médiane, le reliquat adipeux du tissu thymique. Nous retrouvons ici bien sûr le péricarde qui va emballer l'artère pulmonaire et l'aorte dans la même réflexion péricardique qui va délimiter ici vers l'arrière à l'aplomb de cette flèche le sinus de taille, le sinus transverse avec la veine cave supérieure. Nous sommes ici en arrière à l'aplomb du sinus de Kate, de l'empreinte que l'œsophage va marquer sur le grand cul-de-sac postérieur de Haller, et l'on comprend ainsi mieux sur cette coupe horizontale pourquoi les sondes qui sont en situation intra-ésophagienne vont permettre de percevoir une imagerie parfaite de cette racine aortique. Si l'on fend maintenant la racine aortique par la gauche avec la portion crâniale et la face ventrale en ouvrant le canal aortique de marque C, ici, voici cette ouverture avec l'abouchement vers le bas de l'aorte à l'apex du ventricule gauche, dont voilà schématiser l'épaisseur de la musculature pariétale. Dans l'épaisseur de la racine de l'aorte, voici l'anneau fibreux qui va constituer le squelette, entre guillemets, de cette zone de l'infundibulum aortique, dont l'ouverture ici vers la gauche et reclinée vers l'arrière, ici va nous permettre tout d'abord de remettre en place les deux orifices d'abouchement des deux artères coronaires, la coronaire gauche ici en avant, la coronaire droite ici en arrière. Eh bien, nous allons, dans l'épaisseur de l'infundibulum, retrouver l'anneau fibreux péri-aortique qui va descendre dans ce plan, et voici, sur ce canal aortique ouvert de marque C,
le relief de cet anneau fibreux circulaire qui va nous permettre de montrer maintenant en place, en dessous, les 3 valvules sigmoïdes. Les 3 valvules sigmoïdes aortiques, valvules en nid de pigeon, sont caractérisées par un rebord qui est le rebord libre, à l'aplomb duquel se trouve un nodule fibreux qui a été décrit par Arontius et à l'aplomb duquel on voit un bord libre qui est très mince, constituant une véritable lunule de ces valvules sigmoïdes. Ces valvules sigmoïdes, par rapport à la paroi artérielle, dessinent un cul-de-sac et ces valvules sigmoïdes vont entre elles délimiter un espace fibreux, un triangle fibreux, comme on l'appelle encore le spatium intervalvulare, qui a été décrit par Spalteholz. En effet, sur la tranche de section de la paroi du ventricule gauche, qui apparaît maintenant ici vers l'arrière et vers la gauche, voici, après l'ouverture du ventricule gauche, la grande valve antérieure, valve ventrale de la valvule mitrale, qui est ici esquissée, et voici ce qui correspondait à l'ancienne parse membranosa de la cloison interventriculaire, avec à l'aplomb du spatium intervalvulare, à l'aplomb du bord libre de ces valvules sigmoïdes, ici, là, le triangle de Spalte-Holz, délimité par la grande valve aortique, délimité par la cloison interventriculaire, à l'aplomb de laquelle, maintenant, nous voyons arriver les branches gauches du faisceau de His qui sont en situation sous-endocardique, qui sont très superficielles. Et cela va permettre de comprendre pourquoi les points de suture qui peuvent être menés dans ce plan risquent d'avoir des conséquences sur la conduction ventriculaire, en particulier à l'aplomb de ces fibres gauche du faisceau de His. À la partie haute, donc, voilà ce canal aortique ouvert dans lequel le flux systolique du ventricule gauche va chasser l'ondée sanguine en direction des artères coronaires qui s'abouchent juste au-dessus. Eh bien, si l'on pratique maintenant une coupe verticale passant par une valvule sigmoïde, on va détailler quelque peu la texture plus minuscule de cette valvule sigmoïde par rapport à la lumière. Voici marqué par cette flèche le trajet du flux vasculaire, et on distingue à ces valvules sigmoïdes 2 portions. Une portion libre qui est marquée simplement par le prolongement de l'endartère qui va vers la cavité cardiaque se prolonger par l'endocarde, qui est très très mince, formé par un seul feuillet, qui est même par certains endroits quelquefois déhiscent et perforé, qui est marqué du côté pariétal par des petits prolongements vileux que l'on voit parfaitement lorsque l'on dissèque cette valvule en milieu liquidien. Par contre, par rapport à l'anneau fibreux qui se trouve dans la paroi de la jonction en regard de ce sinus de Valsalva, l'anneau fibreux va envoyer des fibroblastes, des fibrocytes qui vont occuper la moitié inférieure, qui est beaucoup plus épaisse de la valvule sigmoïde aortique, qui est d'ailleurs elle-même beaucoup plus épaisse que ne l'est la valvule sigmoïde artérielle pulmonaire. La média de l'artère est marquée à la partie haute par la présence de quelques fibres musculaires, mais en regard de l'infundibulum, en regard de la racine aortique, ces fibres musculaires voient essentiellement des fibres élastiques prolonger la paroi. Ces fibres élastiques vont se prolonger dans l'épaisseur de la texture de la valvule sigmoïde, puis vont ensuite rejoindre à nouveau les fibres musculaires lisses que l'on décrit dans la paroi du ventricule gauche. À la partie périphérique, voici l'adventice de l'aorte qui va bien sûr se prolonger par le feuillet pariétal, par le feuillet viscéral, du péricarde. Eh bien, l'envahissement par du tissu fibreux de cette valvule sigmoïde, l'accumulation de monosaccharides va expliquer la dégénérescence de ces valvules, va expliquer la disparition de fibres élastiques, va expliquer aussi la localisation sur le bord libre de ces valvules, de ces endocardites et leurs lésions. Eh bien, il nous reste à figurer maintenant sur une vue de la droite vers la gauche du massif des 2 ventricules, dont voilà
la portion crâniale et la face ventrale, en supposant que l'on a retiré les deux oreillettes. Vers l'arrière, voici l'orifice mitral, vers l'avant, voici l'orifice tricuspidien, et voici dans le même plan que ces orifices, l'orifice aortique. L'orifice mitral est marqué par les deux valves, la grande valve antérieure et ventrale de la valvule mitrale. Au contraire, l'orifice tricuspidien est marqué par les trois valves, la valve postérieure, la valve inférieure et la valve antérieure de l'orifice atrioventriculaire droit. Et voici le profil du ventricule droit qui va vers la partie crâniale se prolonger par l'infundibulum de l'artère pulmonaire dont l'anneau fibreux ne se trouve pas tangent aux autres anneaux fibreux comme l'est l'orifice de l'aorte, tangent à l'orifice mitral et tangent à l'orifice tricuspidien. L'orifice de l'artère pulmonaire va se trouver plus haut situé, faisant un angle d'environ 30 degrés, alors que l'aorte présente ses deux valvules sigmoïdes, antérieure gauche, antérieure et droite, sa valvule sigmoïde postérieure non coronaire, que sur ce schéma, on peut montrer le départ de l'artère coronaire droite, qui va maintenant descendre le sillon interauriculo-ventriculaire droit antérieur, qui va abandonner autour de l'infondibule de l'artère pulmonaire l'artère graisseuse de Vieux-Sens, que par rapport aux cavités gauches, avec l'auricule gauche et le ventricule gauche, voici le départ de l'artère coronaire gauche qui va ici abandonner l'artère circonflexe, et voici le trajet du sinus veineux-coronaire qui vient à la partie basse s'aboucher avec la valvule de Tébégius dans l'atrium droit. Cette coupe passe exactement par ce que Lower a appelé les anneaux fibreux du cœur et que je vais maintenant densifier. Autour de l'orifice mitral, autour de l'orifice tricuspidien et autour de l'orifice aortique comme autour de l'orifice artériel pulmonaire existe en effet un anneau fibreux. Cet anneau va rejoindre l'anneau fibreux entre les deux orifices interatrioventriculaires droit et gauche, et cet anneau fibreux va pouvoir se calcifier chez certains sujets âgés, ceci qui est rare, mais ce qui est constant, par exemple, chez le cheval ou chez le bœuf, ce qui est constant également chez le chamois, constituant alors ce que les chasseurs de chamois appellent la croix du cœur. Et c'est dans cette cloison que va siéger la partie la plus latérale gauche du nœud d'Aschoff Tawaran, c'est-à-dire le nœud de Zahn qui se trouve là, qui vous explique là encore pourquoi les points de suture dans la chirurgie réparatrice qui passe à l'aplomb de la coronaire, de la sigmoïde coronaire droite et de cet anneau fibreux droit risquent d'avoir des conséquences sur la conduction du rythme cardiaque. Il y a ainsi une confluence entre la valvule non coronaire et la coronaire gauche et l'anneau fibreux périmitral qui est beaucoup moins épaisse que la confluence entre la valvule sigmoïde antérieure et droite et la valvule non coronaire qui jouxte ici le tissu fibreux tricuspidien. Voilà ce que tout médecin, tout cardiologue, tout radiologue et à plus forte raison tout chirurgien qui s'intéresse à l'aorte devrait connaître. Bien sûr, si les valvules sigmoïdes sont relâchées, s'il y a une dilatation en regard de ce sinus de Valsalva, il est logique qu'un anneau périaortique vienne compenser l'insuffisance mécanique. Bien sûr, s'il y a un anévrisme à l'aplomb de la racine aortique, il est logique de mettre en place une prothèse, mais ce sont là des gestes chirurgicaux que l'on comprend parfaitement avec cette anatomie de base et avec la morphogénèse qui vient d'être développée.